Le 9 juillet 2006, on a tous dit que Zidane avait tout gâché, que ce coup de sang était une insulte à sa légende. Mais la vérité, c'est que ce coup de tête est le plus beau geste de toute sa carrière. Sans lui, Zidane ne serait qu'une statue de marbre. Grâce à lui, il est devenu un mythe éternel. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! 110e minute, un stade figé, un monde incrédule. Ce soir-là, Zidane ne termine pas seulement sa carrière, il l'a détruit. Du moins, c'est ce que les commentateurs hurlent en direct. Mais pour comprendre ce qui s'est réellement passé sous le ciel de Berlin, il faut oublier le score un moment et il faut oublier la défaite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce geste n'était pas un pétage de plomb, mais une libération. Avant ce 9 juillet 2006, Zidane est une icône figée. Il est devenu ce que tout athlète rêve d'être, mais en même temps ce que tout homme redoute, une figure de cire. En 2006, il a tout gagné, le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Il ne joue plus contre ses adversaires, il joue plutôt contre son propre mythe. Regardez un peu son tournoi en Allemagne. Contre l'Espagne, contre le Brésil, Zidane ne joue pas au foot, il l'évite. Chaque contrôle de balle est une insulte à la physique et chaque passe est un poème. Mais au fond, n'est-ce pas un peu ennuyeux? Une carrière qui se termine avec une victoire de plus, un trophée de plus, une photo de plus avec le sourire forcé des vainqueurs, c'est une fin de film hollywoodien. C'est propre, c'est net, ça manque de sang, ça manque de vie. Zidane était en train de s'enfermer dans une perfection qui allait le rendre lisse. Il lui manquait une dernière chose pour passer de grand joueur à figure éternelle. En gros, une faille. Pourquoi? Parce que l'être humain ne peut pas s'identifier à un dieu. Jusqu'à la 110e minute, Zidane était intouchable. Il était au-dessus des hommes. Il jouait un football apollinien, pur, ordonné, divin. Mais cette perfection l'enferme. Il devient une statue de marbre, une icône marketing que l'on ne regarde plus que pour son palmarès. Pour devenir un mythe éternel, il ne devait pas seulement réussir son tournoi, il devait briser plutôt son propre piédestal. Il lui fallait une faille pour laisser passer la lumière de son humanité. Pour preuve, regardez un peu l'histoire de l'art. On ne sculpte pas une statue de 5 mètres de haut pour célébrer un penalty ou un centre réussi. Pourtant, devant le centre Pompidou à Paris, c'est bien ce coup de tête qui a été immortalisé en bronze. L'artiste Adel Abdesemed n'a pas voulu célébrer la défaite, il a voulu célébrer le moment où le héros a choisi son sang et son honneur plutôt qu'un simple protocole sportif. Ainsi, si Zidane n'avait pas craqué, cette statue n'existerait pas. Le monde n'aurait retenu qu'un titre. Avec ce geste, il a retenu un homme. Mais pour comprendre la portée de ce sacrifice, il faut plonger dans la seconde exacte où tout bascule. À la 110e minute, sous la chaleur étouffante de Berlin, il est face à un miroir. Ce que beaucoup ont pris pour un simple pétage de plomb est en réalité un acte de résistance absolue. À cet instant, Zidane refuse de soumettre son identité d'homme aux exigences d'un spectacle. On attend de lui qu'il soit une machine, un ambassadeur, un produit marketing impeccable. Lui, il choisit d'être fidèle à ses racines. Imaginez un instant la pression. Le monde entier vous regarde et à ce moment-là, Zidane sait pertinemment que s'il frappe, il risque de tout perdre. La Coupe du Monde, sa réputation, probablement ses contrats. Mais en face de lui, il y a une insulte qui touche au sacré, à la famille, au sang. S'il ne réagit pas, il gagne peut-être un trophée de plus, mais il perd son âme. En gros, il se trahit lui-même pour plaire à un protocole. En frappant, il brise le Zidane de papier glacé pour faire revivre le Yazid de Marseille. Certes, c'est un suicide professionnel, c'est vrai, mais c'est aussi une naissance. C'est le moment où Zidane décide que sa dignité n'a pas de prix, même si ce prix, c'est la plus belle coupe du monde de l'histoire. Et c'est ici que la magie opère. Normalement, un joueur qui coûte la victoire à son pays finit banni, détesté, oublié et conspué. Pourtant, le lendemain sur la place de la Concorde, la foule ne crie pas sa haine, elle hurle plutôt son nom. Les Français n'étaient pas là pour fêter son palmarès, ils étaient plutôt là pour saluer un homme qui les a émerveillés durant cette Coupe du Monde et qui a rappelé qu'il y a des choses qui se négocient pas. Ce pardon immédiat est la preuve que le public a instinctivement ressenti la beauté tragique de ce geste. En gros, Zidane a préféré tomber debout que gagner à genoux. Mais au-delà de l'honneur et de l'homme, il reste le récit. Car en choisissant cette sortie, Zidane a fait basculer le football dans une autre dimension, celle du sacré. Si Zidane gagne en 2006, l'histoire elle est terminée. Elle est même rangée dans les livres statistiques. Mais parce qu'il a chuté, l'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Elle devient une tragédie grecque. Dans la mythologie grecque, le héros ce n'est pas celui qui gagne sans effort. C'est celui-là même qui est brisé par son propre destin. C'est la faille de Zidane qui lui a ouvert les portes de l'éternité. Le cerveau humain est ainsi fait. Il oublie les victoires faciles, mais il est hanté par les échecs magnifiques. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Une tâche inachevée
inachevé nous marque plus qu'une tâche accomplie. En ne soulevant pas cette deuxième Coupe du Monde, Zidane a créé un manque éternel. Il est devenu ce héros inachevé dont on parlera encore dans 100 ans, là où on aura probablement oublié les noms de ceux qui ont soulevé ce trophée ce soir-là. Il n'est plus un joueur de foot, il est devenu un archétype, celui du génie foudroyé en plein vol. Regardez l'image la plus célèbre de cette finale. Ce n'est pas le but de Materazzi ni la séance des tirs au but. C'est ce plan de Zidane passant tête basse à côté de la Coupe du Monde sans la regarder pour s'enfoncer dans le tunnel du stade. Cette image est plus puissante que n'importe quelle photo de joie. Elle capture l'essence même de la condition humaine. On peut toucher le ciel et tout perdre en une seconde. C'est cette image, cette esthétique de la défaite qui a transformé un simple match en un chef-d'œuvre de la mélancolie mondiale. Alors, Zidane a-t-il vraiment tout gâché ce soir-là? Si l'on ne regarde que le tableau d'affichage, la réponse est oui. Mais le football, c'est bien plus qu'un sport de chiffres. C'est le dernier théâtre de l'humanité. En frappant Materazzi, Zidane a refusé la fin heureuse que tout le monde attendait de lui. Il a préféré être un homme libre plutôt qu'un champion programmé. Il a choisi la fureur, l'honneur et la tragédie. En grosso modo, le 9 juillet 2006, Zidane n'a pas perdu une finale. Il a écrit la dernière page de son propre mythe. Il nous a rappelé que la perfection est une illusion, mais que la vérité d'un homme est éternel. C'est pour ça que son coup de tête est paradoxalement son plus beau geste, parce qu'il est le plus vrai. Zidane n'est pas devenu une légende parce qu'il a gagné, il est devenu une légende parce qu'il a osé tout perdre pour rester lui-même. Et c'est précisément dans cette chute que son génie est devenu immortel. Et vous, est-ce que vous préférez la fin lisse d'un champion parfait ou la chute tragique d'un héros humain? Dites-moi en commentaire si pour vous, ce 9 juillet a changé votre regard sur la légende de Zizou. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour d'autres épopées sportives. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace.